Alors bonjour, nous allons continuer notre cours aujourd'hui sur les fondations et nous allons voir ensemble aujourd'hui le premier membre de la grande famille des semelles superficielles, d'accord, et qui sera la semelle isolée. Alors comme son nom l'indique, la semelle isolée reçoit en général, donc c'est une semelle unique qui reçoit uniquement un seul porteur, c'est-à-dire un seul élément qui transmet des charges. En général, cet élément porteur est un poteau. Un poteau en béton armé, bien sûr, ou bien un poteau métallique. Alors, les formes des semelles isolées, elles peuvent être carrées, comme on le verra plus tard, rectangulaires et même parfois circulaires, mais c'est vraiment très rare. Alors, les semelles circulaires, les semelles isolées circulaires, on les retrouvera généralement sous des châteaux d'eau ou bien sûr sous plutôt des éoliennes. Alors, nous allons voir sur la figure suivante, c'est quoi une semelle isolée. Alors voilà, donc ceci est censé représenter une semelle isolée d'une manière générale. Et nous allons voir de quoi est composée donc cette semelle isolée. Alors en premier, regardons donc l'élément principal, je dirais, qui ramène la charge. Donc c'est le fameux poteau. Donc vous avez ici un poteau P qui va vous ramener une charge ponctuelle. Alors, sous les semelles isolées, bien sûr, les poteaux vont ramener des charges verticales qu'on va noter P, va ramener aussi des moments de flexion qu'on va noter M, et aussi des efforts tranchants qu'on va noter T. Très bien, donc c'est les éléments de réduction pour un élément de poteau. Alors cependant, dans notre cours cette année, nous allons considérer uniquement l'effet de P. Et en TD, nous allons voir l'effet combiné de P et M. Très bien. Alors, voilà, donc nous avons le poteau. Ben, on n'appelle pas ici poteau, mais on va l'appeler amorce poteau, c'est-à-dire le début du poteau. Comme vous pouvez le voir, vous avez une partie qui est bétonnée ici et une partie ici, regardez, qui n'est pas bétonnée, qu'on appelle les attentes en acier. Là, on va y revenir plus tard. Donc une semelle est composée donc de l'élément qui ramène les charges, donc l'amorce poteau, et puis du corps de la semelle. Donc tout ça, on va appeler le corps de la semelle. C'est le corps de la semelle qu'on appelle aussi paillasse. P-A-I, 2L, la paillasse de la semelle. Alors la paillasse de la semelle, elle est composée de quoi? Elle est composée de cette partie verticale qu'on appelle le patin, d'une partie qui est inclinée qu'on appelle le glacis. On verra plus tard à quoi sert ce glacis. D'une partie qui est plane tout autour du poteau. Regardez, ceci est une partie qui est plane tout autour du poteau qu'on appelle le fameux champ plat. Alors, tout ça repose sur une couche d'un béton faiblement dosé qu'on appelle le béton de propreté. Alors, le béton de propreté, j'ai dit qu'il était faiblement dosé. Oui, effectivement, donc c'est une couche de béton que l'on met, donc une fois qu'on a fait notre fouille. Alors, je schématise une fouille, par exemple ici. Voilà, donc c'est une fouille. Donc là, vous avez de la terre. Donc nous n'allons pas couler notre béton directement sur la terre, mais plutôt nous allons faire une petite couche de béton de propreté pour pouvoir mettre plus tard les aciers et couler notre béton. Très bien. Donc c'est pour cela que c'est un béton de faible dosage. En général, le dosage du béton de propreté, il est à 200 kg par mètre cube de ciment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour préparer 1 mètre cube de béton de propreté, il va nous falloir combien de sacs? Comme un sac pèse 50 kg, donc 4 fois 50 kg, et donc ça me donne 200 kg par mètre cube. Alors attention, le béton de propreté est faiblement dosé, mais le béton de la semelle, il est trop bien dosé. Et pourquoi? Tout simplement parce que cette semelle-là il va y avoir des aciers à l'intérieur, on verra plus tard, mais il va être à l'intérieur du sol. Les sols peuvent parfois être agressifs,
c'est-à-dire que les sols peuvent comporter des agents agressifs, d'accord, comme des sels, peut comporter de l'eau, donc on peut avoir de l'eau dans le sol, et tout ce combiné-là va être agressif au béton, il va le désagréger, le fissurer, puis l'eau va rentrer dans les sols, plutôt va rentrer dans le béton, qui va corroder l'acier et qui va vous corroder carrément l'ensemble des aciers, c'est pas bon. C'est pour cela que les semelles, donc le dosage des bétons de semelles et des amorces poteaux, généralement, il est de l'ordre de 400 kg par mètre cube de ciment. C'est-à-dire que pour faire 1 mètre cube, il nous faudra combien de sacs? Il nous faudra 8 sacs de ciment. Chaque sac pesant 50 kg. Très bien. Alors le petit espace que vous voyez ici, c'est le champ plat. Tout juste après l'espace qui est incliné ici, qu'on appelle le glacis, vous avez un champ plat. Ben, ce champ plat, il sert uniquement à poser le coffrage. D'accord? On va poser un coffrage. S'il n'y avait pas ce champ plat, donc on ne pourrait pas poser le coffrage du poteau. D'accord? Il glisserait. Donc ce champ plat, il a une largeur de 2,5 cm minimum. D'accord? C'est juste pour pouvoir poser le coffrage de l'amorce poteau. Alors, j'ai dit tout à l'heure que sur l'amorce poteau, vous aurez toujours des aciers qui vont dépasser. On appelle ça les aciers en attente. Alors, pourquoi ces aciers en attente ne sont pas dans le béton? Ben, tout simplement parce qu'une fois qu'on aura réalisé toute cette semelle, donc le béton de propreté, le BP, la paillasse, couler l'amorce poteau, il faudra ramener un autre poteau plus tard. Il faudrait qu'il y ait une continuité entre les aciers. Continuité. C'est pour cela qu'on ménage, donc on ne coule pas tout, pour que plus tard on va ramener un ferraillage qu'on va poser ici, qui va monter en haut pour la superstructure qu'on va couler plus tard. Alors, la hauteur de ces attentes-là, généralement, la longueur, la hauteur de l'attente, des aciers en attente, c'est égal à ce qu'on appelle la longueur de recouvrement. Recouvrement des aciers. Pour qu'il y ait continuité, on doit avoir longueur de recouvrement est égale à 50 fois le diamètre de l'acier. Si ça, c'est le diamètre de l'acier, donc si c'est un acier de 20 mm, par exemple, du T20, eh bien on devra laisser 50 fois 20, donc 1 mètre. D'accord? Pour pouvoir brancher et faire la continuité des poteaux qui viennent en superstructure. Voilà donc en gros, c'est des éléments constituant une semelle isolée, un poteau ponctuel, donc un porteur ponctuel constitué d'une amorce poteau, des aciers en attente et du corps de la paillasse constitué par un patin, d'accord, une certaine hauteur qu'on définira plus tard en fonction des dimensions, d'un glacis, d'un champ plat et du béton de propreté qu'on met au fond de ma fouille. Alors voilà, donc ici vous voyez un scan de ce qu'il y a à l'intérieur de ma semelle isolée, l'amorce poteau, les aciers en attente qui vont jusque dans la semelle, les aciers de la semelle, le béton de propreté, d'accord, les aciers dans la semelle, donc acier de la semelle, les attentes, donc vous voyez, ça rentre même jusqu'à l'intérieur. Voilà, d'accord, il faudrait que l'acier du poteau repose sur l'acier de la fondation. Et puis vous avez tout ça, c'est en béton armé. Voilà, le béton de propreté juste en bas. Alors, le béton de propreté, donc c'est une couche de béton faiblement dosée servant à surfacer le fond de fouille qui peut présenter des irrégularités suite aux travaux de terrassement. C'est sur cette couche-là que l'on disposera les cales. Alors, c'est quoi les cales? Alors, une fois que l'on aura coulé le béton de propreté, on va poser donc des aciers. Alors les aciers, on ne les pose pas directement, d'accord? Vous avez votre béton de propreté, voilà, BP, d'accord? On ne va pas poser les aciers directement sur le béton de propreté, mais on va disposer un enrobage. Vous savez que tout
les aciers sont munis d'un enrobage. Donc, on va ménager un espace entre l'acier et l'extrémité de la fondation. Alors, cet espace-là, on l'appelle l'enrobage. Enrobage. Alors, pour assurer cet enrobage-là, on va mettre en place des cales. C'est des cales en béton ou bien des cales en PVC plastique, qu'on va voir tout à l'heure, pour laisser cet espace pour que lorsqu'on va couler notre béton, le béton va passer en dessous, il va enrober donc tous mes aciers. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, alors nous voyons sur cette image, vous voyez ici, donc le fameux béton de propreté, BP, d'accord, même ici, BP, et on ne pose pas l'acier de la semelle sur le BP, mais on dispose, regardez, des cales. Généralement, on dispose 4 cales par mètre carré de surface. Alors les cales, elles existent sous différentes formes. Donc vous voyez ici une cale qui est carrément attachée au ferraillage pour ménager cet espace d'enrobage. Alors en général, l'enrobage dans les semelles, c'est 3,5 cm lorsque le sol est non agressif. Si par contre le sol est agressif, par exemple vous êtes à côté d'un terrain, dans un terrain plutôt qui contient de l'eau et des sels, on peut avoir des enrobages de 5 cm, donc on fait plus, on augmente l'enrobage pour protéger les aciers. Parfois même, s'il y a des produits chimiques à côté, on peut même aller jusqu'à 7 cm d'enrobage, surtout dans les zones, par exemple, où vous avez de l'eau de mer qui risquerait de s'infiltrer dans le sol, bien dans la couche de fondation. Très bien, alors les cales sont de différentes formes. Vous avez des cales en béton, comme celle-ci ici, d'accord, et on la pince, la voici, donc on pose, donc cette distance-là, c'est 3,5 par exemple, ou 5, ou 7, suivant la commande, elles sont préfabriquées. Voilà, d'autres types de cales, mais je ne les préfère pas, regardez, parce que lors du coulage, regardez, ces cales-là risquent de bouger et tomber. Et donc, la nappe d'acier, elle pourrait tomber. Pas comme celle-ci, où vous avez un filin, d'accord, pour pouvoir le torsader et le coller, et le solidariser avec les aciers. Il ne tombera jamais. Donc, ces cales-là, moi, je ne les aime pas beaucoup, d'accord. Lors du coulage, avec les vibrations, etc., ça pourrait se déplacer et toute la nappe va s'affaisser, vous n'aurez plus l'enrobage requis. Alors on peut aussi avoir des cales comme ça, circulaires, en PVC, en plastique PVC. Alors ici, regardez l'amorce poteau, elle repose carrément sur les aciers de la semelle. Alors tous ces aciers-là, nous allons les voir tout à l'heure comment ils sont conçus et calculés. Alors voilà une autre image où vous voyez un poteau, une amorce poteau qui est posée, regardez, qui est posée sur la paillasse. Regardez, les attentes sont posées sur la paillasse. Vous voyez les cales, donc on dispose suffisamment de cales. Là vous avez une semelle avec glacis, vous voyez la partie inclinée du glacis. La partie qui est plate, vous la voyez ici, c'est le fameux champ plat. Le patin, d'accord. Ici vous avez une semelle qui ne comporte pas de glacis. Donc on a le choix, soit réaliser un glacis ou ne pas le réaliser. On verra ce cas de figure plus tard. Voilà, c'est juste une illustration de plus pour que vous puissiez comprendre comment sont réalisées ou comment sont faites ces semelles isolées. Et à chaque fois, vous voyez que vous avez un élément porteur, d'accord, qui est un poteau. Ce n'est pas le cas d'autres types de semelles, filantes par exemple, où le porteur peut être un voile. Alors, voyons maintenant comment sont dimensionnées les semelles isolées, c'est-à-dire comment on détermine les dimensions en plan, d'accord. Si je dessine une vue en plan d'une semelle isolée, voilà le côté A, le côté B, ça c'est une vue en plan, ça c'est la section du poteau,
que je vais appeler petit a, petit b. D'accord, nous allons voir maintenant comment déterminer les côtés A et B de ma fondation. Alors, en général, les dimensions en plan des semelles isolées sont déterminées en utilisant ce qu'on appelait la dernière fois, la condition de résistance. Alors, pour rappel, c'est quoi la condition de résistance? Alors, voilà, nous allons voir rapidement c'est quoi la condition de résistance. Alors, imaginons que vous ayez un poteau, voilà, comme ça, un poteau, d'accord, qui me ramène une charge ponctuelle P. Ce poteau est posé sur une semelle de dimension A et B. D'accord, A et B. Le sol, il est caractérisé par la contrainte admissible sigma sol, et j'écris la condition de résistance que P, la charge, divisé par la surface de la semelle, c'est-à-dire je suis en train de calculer la contrainte de calcul transmise au sol, donc la petite contrainte que vous voyez ici, sigma calcul, d'accord, qui est égal à P sur la section de ma semelle, que j'appelle S, d'accord, doit être inférieur ou égal, pour qu'il n'y ait pas rupture du sol, inférieur ou égal à sigma sol admissible. Étant donné que S est égal à A fois B, voilà. Ceci est une donnée, ceci est une donnée, et ça, c'est l'inconnu. Alors en général, si j'ai une semelle carrée, donc semelle carrée, d'accord, ça veut dire quoi? Que A est égal à B, et donc cette condition va s'écrire comment? P sur A carré inférieur ou égal à sigma sol admissible. Je n'ai qu'à tirer le A, donc A va être supérieur ou égal à racine carrée de P sur sigma sol admissible. Donner l'inconnu. Voilà, donc rapidement, donc on peut déterminer avec la condition de résistance, donc condition de résistance, on peut déterminer facilement le côté. Alors pour les unités, attention, alors je vais la réécrire. Donc A supérieur ou égal à racine carrée de P sur sigma sol admissible. Alors A va être exprimé en mètres. Alors si j'exprime P en tonnes, alors sigma sol doit être exprimé en tonnes par mètre carré. Alors, généralement, la contrainte du sol, sigma sol admissible, elle est exprimée en bar, c'est-à-dire c'est des kilogrammes par centimètre carré, et on sait que 1 bar, c'est égal à 10 tonnes par mètre carré. Ça, c'est pour faire des conversions au cas où on vous donnerait la contrainte en bar ou en kilogrammes par centimètre carré. Voilà, donc, très simplement, voilà, on pourra déterminer notre section de semelle connaissant la charge P qui s'applique sur la fondation et connaissant la contrainte admissible sigma sol du terrain d'assise. Bien sûr, si nous avons une semelle rectangulaire, c'est-à-dire que nous avons A différent de B, et bien pour déterminer cette A et B, il faudra toujours, puisqu'on ne peut pas avec une seule équation déterminer deux inconnus, et bien on passera toujours par fixer une dimension et déterminer la seconde. C'est-à-dire on peut fixer B et on détermine A ou vice-versa. Voilà, on continue. Alors, une fois que l'on aura déterminé A et B, il sera nécessaire de déterminer, bien sûr, pour dimensionner une semelle, c'est pas uniquement A et B qu'il faudra déterminer, mais il faudra déterminer le H minimum, c'est-à-dire la hauteur du patin, et le H maximum, c'est la hauteur au niveau du patin. Alors, ce qui est important de connaître maintenant, c'est la question suivante qu'on devra se poser.
est-ce que à chaque fois on doit mettre un glacis? Alors pourquoi cette histoire de glacis? Pourquoi on choisit d'avoir Hmax et Hmin, c'est-à-dire avoir des semelles avec des épaisseurs différentes, hein, au niveau haut et au niveau bas? Et bien pour s'en convaincre, on va essayer de réaliser une petite expérience très simple. Alors imaginons que l'on prenne une feuille de papier, voilà, comme ça, très mince, et puis on ramène un stylo et on va appuyer dessus. Ceci étant un sol, voilà, posé sur du sol. Alors vous allez remarquer que si j'appuie un peu plus très fort, la feuille va transpercer, plutôt le stylo va transpercer la feuille. Il va la poinçonner. Poinçonner, on appelle ça le poinçonnement. Alors pour éviter ce problème, hein, la feuille n'est pas très épaisse, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner plus d'épaisseur. On va donner plus d'épaisseur à la feuille. Mais avant ça, regardez que là, le poinçonnement, il s'est produit, hein, à côté du point d'application de ma charge. Il n'y a pas eu poinçonnement au bout, aux extrémités. Il y a eu uniquement, alors si je dessine en blanc, voilà, comme ça, hein, et le stylo ici, alors le poinçonnement, il va se situer juste à côté, hein, où j'ai appliqué la charge. Ça, c'est une vue du dessus. Vue du dessus. Donc le poinçonnement a lieu ici, au niveau d'application de la charge P. D'accord? Et donc, si je voulais éviter ce poinçonnement-là, il faudrait donner plus d'épaisseur. Donc je vais mettre un paquet de feuilles, plusieurs feuilles. Je vais l'épaissir. Et là, je suis sûr, à partir d'un certain moment, je vais appuyer, puis il ne se passera rien. Alors donc, pour éviter ce phénomène du poinçonnement, il faut donner une bonne épaisseur H de la semelle. À la semelle, pardon. Mais seulement on va être intelligent, étant donné que le facteur économique est un facteur très important, et on a remarqué que le poinçonnement a lieu juste au niveau du point d'application de la charge, on va augmenter l'épaisseur, regardez, juste dans les zones où vous avez l'application de ma charge. C'est pas la peine d'appliquer, plutôt d'augmenter l'épaisseur, là où il ne risque pas d'avoir des problèmes. C'est pour cela, hein, regardez, que l'on augmente l'épaisseur juste au niveau, hein, du point d'application de la charge, c'est-à-dire juste au niveau du poteau. C'est pour cela que c'est pour cela qu'afin de réaliser plutôt des économies de béton, donc on ne va pas économie, d'accord, on ne va pas augmenter l'épaisseur partout, comme vous le voyez ici, parce que là, toute cette épaisseur ne va pas m'intéresser. D'accord? Le poinçonnement a lieu dans cette zone-là. Voilà. Et c'est pour cela qu'on réalise, hein, des semelles avec des glacis. Alors parfois, vous savez, réaliser des semelles avec glacis, c'est un peu délicat, hein, c'est un peu long à réaliser, parce que le béton, vous allez le couler, il va couler comme ça, on va le talocher, le remettre en place plusieurs fois, plusieurs passes. C'est un peu fatigant pour les ouvriers. Parfois, on préfère ne pas mettre de glacis, mais mettre carrément Hmax partout. Quoique, je juge que cette technique n'est pas très très économique. Donc voilà, nous allons voir maintenant quelle épaisseur il faudra donner à Hmax pour éviter d'avoir ce phénomène du poinçonnement au droit du poteau, et quelle est la valeur de Hmin à donner à l'extrémité de cette semelle, donc au niveau du patin. D'accord? Et voilà. Alors voilà, on vous donne ici deux relations, donc, qui sont issues du règlement ou bien de la norme de béton armé. Donc c'est une norme qu'on appelle la norme CBA 93, on y reviendra plus tard. Donc c'est un code de la route pour calculer en quelque sorte les structures en béton. Et bien le Hmax, regardez, c'est toujours A, c'est la dimension de la semelle, moins A, qui est la dimension du côté de l'élément porteur, donc le poteau,
Donc si j'ai un poteau qui fait A par B, d'accord, on va prendre un poteau carré A par A, pardon. Donc H max, ce sera quoi? C'est le grand A de la semelle moins le petit A du poteau divisé par 4 plus quoi? Plus D. Alors D, c'est l'enrobage. D, c'est l'enrobage. C'est la hauteur de la cale qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si on vous dit rien, alors D, c'est 3,5. Je corrige ici, 3,5. Sinon, il peut être égal à 5, peut être égal à 7, etc. Tout dépend de l'agressivité du sol. Et donc, il faudra à chaque fois appliquer cette relation pour déterminer le H max. Le H min, par contre, l'épaisseur minimum de ma semelle, donc le H max, c'est ça. Et le H minimum, c'est cette petite hauteur. Généralement, c'est 6 fois le diamètre des aciers plus 6 cm. Alors, les aciers, c'est quel acier? C'est les aciers constituant la semelle. On a vu tout à l'heure, c'est pas les aciers, hein, c'est pas les aciers du poteau, de l'amorce, c'est les aciers de la semelle. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure à quoi s'attendre, hein, dans le cas d'une semelle, quel type d'acier on va utiliser, hein, lorsqu'on a une semelle isolée. Pourquoi effectivement cet acier? Donc attention, donc diamètre des aciers de la semelle. Alors en général, pour les semelles isolées, d'accord, les aciers, dans la semelle isolée, les aciers sont régulièrement disposés avec un certain espacement fixé par le calcul qu'on appelle E. Généralement, il varie de 10, 15 cm jusqu'à 20 cm entre une barre et une barre. D'accord? Les aciers, on va avoir des aciers de haute adhérence. En général, c'est du 8 mm, du 10 mm, des aciers de 12 mm, T12 ou HA12, 14 mm et parfois même du 16 mm. Le 20 mm, c'est vraiment très rare. Alors, en moyenne, les aciers, donc le cas le plus courant, vous allez retrouver des semelles ferraillées avec des aciers de 12 mm et du 14 mm. Voilà, en moyenne générale. Les espacements, donc entre une barre et une barre, généralement, c'est, voilà, donc entre une barre et une barre, je vous montre c'est quoi l'espacement. Vous avez une barre là, une barre là, une barre là. Donc cet espacement entre les barres, il varie de 10 à 20. En général, c'est 15 cm. Le diamètre de ces barres-là, d'accord, il est variable, d'accord, de toutes les barres, il est variable. Et en général, c'est soit du 12 mm, soit du 14 mm. Alors voyons maintenant pourquoi, hein, ces aciers dans les semelles. Alors tout élément en béton se doit d'être ferraillé. Pourquoi on ferraille les éléments en béton? Tout simplement parce que le béton résiste très mal, d'accord? Le béton résiste très mal, ou ne résiste pas, carrément, on préfère dire ne résiste pas, donc aux efforts de traction. C'est pour cela qu'on lui adjoint de l'acier qui lui, d'accord, reprend bien les tractions. Alors voyons sur ce schéma-là que vous voyez ici, d'accord, une charge P appliquée sur une semelle isolée, et vous voyez, donc j'applique une action, le sol répond en créant une pression inverse et opposée, inverse plutôt, voilà. Et donc sous ce schéma de charge, regardez, on voit bien que les bords de la semelle vont se soulever. En se soulevant, on voit bien qu'il y a une flexion des ailes de la semelle. Alors, la flexion, donc une flexion produit toujours sur la partie, comme vous voyez ici, cette partie-là, une traction. Donc, je vais avoir un signe moins ici, sur la partie basse, et de la compression sur la partie haute. Donc, les fibres ici se rapprochent. Donc, c'est de la compression. Ici, les fibres s'éloignent. D'accord, elle se rallonge, donc j'ai de la traction. Et bien c'est pour cela que dans ces zones-là, regardez, vous avez de la traction. Et bien pour éviter cela, nous allons mettre sur cette partie-là des aciers qui vont annuler ces efforts de traction.
vous avez un effort de traction de ce côté-là qui va tirer, un autre effort de traction ici qui va tirer. Donc nous allons mettre une barre d'acier, regardez ici, et les deux efforts vont s'appliquer dans la barre, ils vont s'annuler dans la barre. D'accord? Donc c'est pour cela que l'on met ces aciers. Bien sûr, la flexion se produit pas uniquement dans ce plan, mais sur les deux plans de ma semelle. Donc j'ai une semelle qui est carrée, vous allez avoir de la flexion dans ce sens et de la flexion dans ce sens. Donc on va mettre des aciers dans ce sens-là pour reprendre ces tractions. D'accord? Ça c'est une vue dessus. Et vous allez avoir une flexion dans l'autre sens, d'accord? On va mettre des aciers dans l'autre sens. C'est pour cela que pour les semelles isolées, vous allez avoir un grillage, voilà, comme ça, d'acier disposé à la base de la semelle dans les deux sens. Je change de couleur, voilà, 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 comme un panier, une corbeille, voilà, voilà, d'acier dans les deux sens, d'accord? Que l'on met à la base de la semelle. Là, c'est les aciers que je coupe. Voilà. Et voilà, ainsi, j'aurai réalisé donc mon ferraillage de la paillasse. Donc, ces aciers-là, dès que vous avez un effort qui est comme ça, d'accord, les aciers vont contrer les efforts de traction issus de la flexion des deux bords de ma semelle. Voilà, on recaricature un petit peu tout ça. Donc, s'il n'y a pas d'acier, les deux bords de semelle donc, vont tendance à se soulever, à casser ici. Donc, on va mettre ces fameux aciers que vous voyez, voilà, dans les deux sens. Voilà, les aciers dans l'autre sens, là. Parce que là, il y a une double flexion. Et là, vous avez ce qu'on appelle les attentes pour l'amorce poteau. Alors maintenant, nous allons examiner un cas particulier, c'est celui des semelles excentrées. Alors depuis tout à l'heure, nous avons considéré que nos semelles étaient des semelles qui étaient centrées, à savoir des semelles où le poteau était au centre de la semelle. Très bien. Alors parfois, lorsque vous avez un problème de voisinage, voilà, on va essayer de faire ça. Imaginez que votre terrain va s'arrêter ici. Donc votre terrain, d'accord, c'est la limite du terrain, pardon. Tracer une belle ligne droite, je préfère. Imaginez que votre terrain, c'est ici qui s'arrête. Donc vous n'aurez pas le droit, et puis votre structure elle est ici, vous n'aurez pas le droit de mettre cette semelle chez le voisin. D'accord? Vous n'avez pas le droit. Donc vous serez obligé donc de déplacer cette fondation, c'est-à-dire effacer une partie, d'accord? Voilà, et mettre une fondation qui va être, qu'on appelle une fondation excentrée. Une semelle excentrée. Pourquoi qu'elle est excentrée? Parce que vous avez l'axe du poteau, il est excentré d'une certaine distance EX par rapport au centre de gravité de ma semelle. D'accord? Donc en gros, vous allez avoir ce cas de figure. Donc un poteau, une semelle, comme ça. Vous allez avoir une charge P, le sol, et voilà, c'est ce qu'on appelle une semelle excentrée. Une semelle excentrée. Très bien. Ben, nous allons voir maintenant quelle est la problématique liée à ces semelles isolées et comment on va les concevoir. Alors, c'est clair que pour une semelle pareille, la question qui va se poser, c'est est-ce que cette semelle va être stable? C'est-à-dire, elle ne va pas avoir un problème d'instabilité. Alors, la problématique de ces semelles-là, c'est la suivante. Donc, vous avez une charge P, voilà, qui s'applique sur votre semelle qui est excentrée, et vous avez des questions à vous poser. Est-ce que cette semelle est stable? Alors, pour qu'un élément soit stable, il faudrait que les équations de la statique soient vérifiées. Alors, quelles sont les équations de la statique? La première équation, c'est la somme des charges horizontales
égale 0. Alors ici, elle est automatiquement vérifiée, vu qu'il n'y a pas de charge horizontale. D'accord, 0 égale 0. Alors pour la somme des charges verticales, elle est aussi vérifiée, vu que R est égal à P. C'est l'équation, plutôt bien c'est la condition de résistance même qu'on doit assurer. Condition de résistance, donc elle doit être vérifiée. Donc c'est elle qui va nous donner A et B. Parfait. Alors maintenant, nous allons nous poser la question sur l'équation des moments. La somme des moments par rapport à un point quelconque doit être égale à 0. Alors nous allons voir que cette équation-là n'est pas tout le temps vérifiée. N'est pas vérifiée carrément pour ce système de semelle excentrée. Pourquoi? Alors, prenons par exemple le point G, d'accord, comme étant le point par rapport auquel nous allons écrire l'équation des moments. Alors, vous allez avoir R fois la distance entre R et G, donc R fois 0. Nous allons choisir un sens de rotation, d'accord, on va se dire que c'est le sens positif, et nous allons voir que P fois cette distance, regardez la distance entre ça et ça, on va l'appeler la distance D, P fois D, dans le sens positif, moins R fois 0, parce que R est appliqué au centre de gravité, est égal à 0. Donc cette équation va me donner quoi? Que P facteur de A moins A, là il manque un, vous ne voyez pas, mais il est sous l'écran, A moins A sur 2, c'est le bras de levier D. Donc D, c'est A, d'accord, grand A, moins petit a, divisé par 2. Donc c'est cette distance-là. Est-ce que vous la voyez? Donc c'est A moins petit a sur 2. D'accord? Et est-ce que cette quantité est égale à 0? Eh bien on voit qu'elle n'est jamais égale à 0. Donc P facteur de A moins A sur 2 n'est jamais égal à 0. Donc la condition du moment n'est jamais vérifiée. Et donc cette semelle-là, elle est instable par rapport au moment de, d'accord, au moment de renversement, vu que P est excentré par rapport à centre de gravité G. D'accord? Et dans ce cas-là, comment va-t-on faire pour réaliser cet équilibre? Eh bien, tout simplement, on va essayer d'assurer cet équilibre en rajoutant, on va rajouter un élément, d'accord? Un élément qui va annuler ce basculement ou cette rotation de la semelle. Alors voilà, donc imaginons que nous sommes dans ce cas de figure. Donc vous voyez que le moment d'excentrement qui va déstabiliser ma fondation, qui est égal à P facteur de A sur 2 moins petit a sur 2, d'accord, il est jamais nul, il est toujours différent de 0. Alors pour éviter ce basculement, que cette semelle ne se retourne et le bâtiment risquerait d'avoir des désordres et tomber, nous allons essayer de bloquer ce moment à l'aide à l'aide d'une, ce qu'on appelle une poutre de redressement. Alors c'est une poutre que l'on va noyer, d'accord? Alors je vais écrire poutre de redressement. C'est une sorte de bras de force que l'on va rajouter à la fondation et qui va être relié à une autre semelle, d'accord, qui sera centrée cette fois-ci. Donc vous allez bloquer une semelle qui est instable en l'associant avec une poutre de redressement à une poutre, plutôt à une semelle qui est déjà centrée, donc P', d'accord, qui est centrée, qui est stable. Donc la poutre de redressement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va redresser le mouvement, d'accord, on va créer comme un bras de force entre ces deux éléments, un élément qui est stable et un élément qui était instable, on va les relier et tout ça va redevenir stable.
D'accord? Donc on va relier ces deux éléments, une semelle excentrée avec une semelle centrée à l'aide d'une poutre de redressement. Et on voit sur ce cas de figure les poutres de redressement, comment elles sont réalisées. Donc vous voyez ici une semelle qui est centrée, une semelle qui est excentrée, donc qui pourrait se renverser. Et on va créer des poutres de redressement à chaque fois. Regardez, une poutre de redressement. D'accord? Les poutres de redressement, généralement, elles ont des largeurs de 35 à 45 cm et des hauteurs quand même parfois importantes, vu que donc vont avoir des hauteurs importantes. Alors regardez ici, vous avez une semelle qui est excentrée et là vous voyez le ferraillage, hein, tout ça c'est le ferraillage de la poutre de redressement qui va être relié avec une semelle qui sera centrée. Alors les poutres de redressement vont avoir des hauteurs de 60 cm, ils peuvent même atteindre 1,20 m. Alors cette solution de poutre de redressement, est-ce qu'elle est faisable partout? C'est une question pertinente que l'on se pose souvent. Alors, en général, rappelez-vous de ceci. Donc, imaginez que vous avez des semelles qui sont centrées, par exemple ici. Ici, vous allez avoir un terrain qui va s'arrêter et donc vous allez avoir des semelles excentrées. Donc, vous allez avoir ce cas de figure. D'accord? Voilà. Donc ces semelles-là, en zone sismique, elles sont autorisées, mais, d'accord, elles sont autorisées en zone sismique, mais pas au-delà de R plus 3 niveaux. Pourquoi? Tout simplement, lorsque vous avez un effort sismique, donc vous aurez une charge P qui va déstabiliser votre semelle, en plus d'une action sismique qui est très importante, et bien la poutre de redressement ne pourra pas à elle seule, d'accord, suffire pour reprendre le moment d'excentrement plus le moment dû à l'action du séisme. Voilà. Donc en général, elles sont autorisées, mais pas au-delà de R plus 3. Dans ce cas-là, il y a d'autres solutions que l'on ne va pas aborder dans le cadre de ce cours. Voilà, donc c'est des solutions. La solution de la poutre de redressement pour la semelle excentrée est une solution intéressante pour des maisons individuelles, d'accord, pour un nombre de niveaux réduit, surtout en zone sismique. Alors si vous n'êtes pas en zone sismique, eh ben, cette solution, vous pouvez aller jusqu'à R plus 5, R plus 6. D'accord? Donc il n'y a pas de souci à ça. Alors continuons maintenant notre cours, voilà, et voyons ce qui se passe ici. Alors ici ce sont deux silos, donc c'est des silos à grains. Donc c'est là où on stocke du blé, etc. Et qu'est-ce que vous voyez de particulier ici? Que les deux silos, d'accord, ont basculé et il y a un choc entre les deux dans cette zone-là. Alors quelle est cette problématique? Alors ce cas-là est un cas très courant, d'accord, pas uniquement pour les silos, mais aussi pour les tours qui sont posées parfois côte à côte. Et même si on dimensionne convenablement donc nos fondations, c'est-à-dire on détermine le A et le B de chaque fondation, donc on voit bien, on remarque qu'il y a des mouvements dans les deux tours. Alors ici, vous voyez, c'est clair que l'origine de ce basculement, c'est qu'il s'est passé quelque chose ici, d'accord? Donc il y a eu un basculement, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il s'est affaissé ici, il s'est soulevé de là. La même chose pour l'autre, d'accord? Et donc il y a eu une rotation, et les deux silos se sont entrechoqués. Alors pourquoi ce problème-là? Alors ce problème-là a existé depuis fort longtemps, d'accord? Il y a longtemps que ce problème existe, d'accord? C'est des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes de tassement. Alors ce problème-là a été vécu depuis, je dirais, des années 1700, 1800, d'accord, et on ne connaissait pas l'origine de ce phénomène-là. Ben, les constructeurs à l'époque savaient qu'il y avait un problème de fondation, d'accord, concevaient leur fondation à l'aide de la condition de résistance. Tant qu'il n'y avait pas un bâtiment à côté, le bâtiment qui était là ne bougeait pas. Dès qu'on mettait un bâtiment à côté, les deux se mettaient à pivoter.
Et donc, personne n'avait trouvé la solution jusqu'à ce qu'un mathématicien, un ingénieur civil, d'accord, bien connu, d'accord, qui était mécanique des sols, il s'appelait Boussinesq, d'accord, et qui a mis en évidence ce phénomène-là. Donc, Jacques-Yves Boussinesq, un Français, en 1884. Qu'est-ce qu'il avait remarqué? Alors, nous, depuis toujours, lorsqu'on mettait une fondation, on appliquait une charge, on disait que la contrainte était constante sous la fondation. Mais ce monsieur-là, il a démontré que la contrainte n'était pas constante sous la fondation. Elle était beaucoup plus importante ici, regardez, et elle variait sous forme de bulbes. Voilà, vous avez des bulbes sous forme de courbes à chaque fois que l'on s'éloigne. Bien sûr, la contrainte était maximum ici, mais regardez, pour nous, notre modèle ici, à partir de là, il n'y a plus de contrainte, c'est-à-dire on a zéro contrainte. Là, on a sigma, mais là, à côté de cette fondation, on a zéro contrainte. Alors, M. Boussinesq a démontré à l'aide d'équations, je dirais, différentielles qu'il a résolues, etc., etc., je ne rentre pas dans les détails mathématiques de la chose, il a démontré que même si on se déplaçait un petit chouïa à côté, d'accord, il y avait toujours de la contrainte ici. Et de la contrainte ici. Donc ça ne s'arrêtait pas. Et si je venais construire à côté, le même phénomène se produirait, il y aurait de la contrainte ici. Donc toute cette zone-là, il va y avoir une interaction des contraintes issues du bâtiment 1 et du bâtiment 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a remarqué, ce monsieur-là a remarqué que si on posait des bâtiments côte à côte, dans cette zone-là, on risquait de dépasser sigma sol admissible vu que les deux contraintes vont s'additionner. Voilà, alors imaginez que c'est notre cas de figure. La contrainte ne s'annulait pas ici, mais bien au contraire, elle continuait. Regardez ici, vous avez 0,7 sigma sol. Alors si je mettais un autre bâtiment à côté, vous voyez qu'il va y avoir dans cette zone-là interférence des bulbes de contrainte. On appelle ça les bulbes de contrainte. Vous voyez, ici, on travaille à sigma sol, ensuite ça diminue. Ça diminue, effectivement. Si vous allumez une lampe, voilà, je vais prendre une lampe, au centre de la lampe, la lumière est intense, ensuite elle va commencer à diminuer. Mais elle ne s'annule pas, comme on l'avait imaginé, nous, c'est-à-dire que la contrainte était uniforme, sigma sol, et au-delà de la semelle, il n'y avait plus de contrainte. Là, il y a de la contrainte. Regardez, par exemple, ici, vous allez avoir chevauchement du bulbe de 0,9 sigma avec le bulbe de 0,7 sigma, et vous allez avoir 0,9 sigma plus 0,7 sigma qui est égal à 1,6 sigma sol admissible. Donc on a dépassé la contrainte admissible. Qu'est-ce qui va se passer? Le sol, il va se déformer de manière hyper importante ici, il va s'affaisser. En s'affaissant, donc le sol en s'affaissant ici, de notre couleur, en s'affaissant ici le sol, là où il y a dépassement de la contrainte parce que les deux bulbes se sont chevauchés, d'accord, il va s'affaisser et les deux bâtiments vont pivoter comme ça, ils vont s'entrechoquer en haut. Il va y avoir même des dommages de fissures sur les structures. Alors, quelle est la solution? La solution, eh bien, est toute simple. Il va falloir déplacer, d'accord, le bord de ces semelles-là, de sorte à ce que les deux seuls bulbes qui pourraient se rencontrer et se sommer, donc, ça serait les bulbes à 0,5 sigma. Donc 0,5 sigma sol plus 0,5 sigma sol, ça nous donnera 0 sigma sol admissible. Donc on ne dépasse pas. Donc pour pouvoir laisser sigma sol dans la zone où il y a des interférences, il y a une sommation, on va déplacer donc mes fondations. Eh bien, la distance à laquelle il faudra déplacer mes fondations,
elle est de 60 cm. Donc en décalant mes fondations de 60 cm, vous voyez qu'il n'y a plus d'interaction sur les gros bulbes. Les deux seuls bulbes qui pourraient se toucher, et là c'est en un point, c'est 0,5 sigma sol et 0,5 sigma sol. Et là, ça sera égal à sigma sol admissible. Donc on ne l'a pas dépassé, il n'y aura pas de problème. Donc attention, à chaque fois que vous allez avoir des semelles qui vont être proches l'une de l'autre, assurez-vous que la distance des deux bords soit au minimum égale à 60 cm pour qu'il n'y ait pas de chevauchement de bulbes, auquel cas on risquerait d'avoir un dépassement de la contrainte admissible sigma sol. Voilà ce qui met fin donc à cette présentation. Donc on vient d'en finir avec les semelles isolées. Alors le prochain cours, il concernera donc les semelles, le deuxième membre des semelles semi-profondes, les semelles superficielles, pardon, c'est les semelles filantes. Voilà, pardon, semelles filantes. Voilà, donc ça sera au prochain cours. Je vous remercie.